En un an, la demande mondiale de lithium bondit de 50% et fracture le Sahel. Sur un continent qui ne produit qu'environ 5% du lithium mondial, cette poussée révèle un paradoxe silencieux et transforme une tension industrielle en risque structurel, avec des répercussions bien au-delà des sites miniers. Que devient alors l'espace de décision du Burkina Faso et que peut encore verrouiller Ibrahim Traoré quand chaque choix interne est scruté, amplifié, puis retourné en récit extérieur? Une bascule discrète s'amorce, prête à reconfigurer les rapports de force. Ce récit promet une chose simple: relier des faits épars pour mesurer un risque structurel, voir comment la souveraineté se joue dans les détails. Le texte ne cherche pas à trancher au-delà de la source, mais à suivre le fil qu'elle expose. Une demande mondiale de lithium en hausse de 50% en un an, une Afrique qui n'en produit qu'environ 5%, puis une tension qui déborde les zones minières et contamine les perceptions politiques. Dans ce moment précis, chaque décision institutionnelle devient un test de solidité, parce qu'elle est lue simultanément comme acte interne et comme signal externe. La promesse était donc méthodique. D'abord, dégager le paradoxe chiffré et ce qu'il implique pour la marge de manœuvre du Burkina Faso. Ensuite, isoler le micro-décalage présenté comme technique et montrer comment il ouvre une brèche narrative. Enfin, traduire les répercussions vers le terrain, là où administrateurs et équipes civiles sentent le changement avant les tribunes. Un indice a été sous-estimé. Lequel? Exactement. La demande mondiale de lithium a augmenté de 50% en un an, un rythme qui n'a aucun précédent récent dans les marchés de matières premières critiques. Dans le même temps, l'Afrique ne représente qu'environ 5% de la production mondiale, un écart qui transforme une donnée industrielle en vulnérabilité politique. Ce décalage chiffré est au cœur du problème. La pression ne vient pas uniquement des rivalités visibles, mais d'un système mondial qui accélère plus vite que les capacités locales de contrôle. Pour Ibrahim Traoré, cette configuration crée un espace contraint où chaque décision interne résonne à plusieurs niveaux. Le Burkina Faso n'est pas un acteur marginal de cette dynamique, mais un territoire inscrit dans un Sahel déjà fragilisé par des dépendances anciennes. Depuis des décennies, les chaînes d'approvisionnement internationales captent l'essentiel de la valeur issue des ressources africaines, laissant aux États producteurs une portion limitée des bénéfices et peu de leviers narratifs. Ce déséquilibre s'est normalisé au point de devenir invisible dans les discours dominants. Le contexte sahélien amplifie cette tension. Les enjeux sécuritaires, les frontières poreuses et les zones riches en ressources critiques se superposent. Dans cet environnement, une variation de marché devient rapidement un facteur géopolitique. Lorsque la demande mondiale s'emballe, les marges d'erreur se réduisent pour les États, dont la souveraineté économique reste partielle. Les décisions administratives, même présentées comme techniques, cessent alors d'être neutres. C'est ici que le cadre se resserre. Le Burkina Faso évolue dans un système où le contrôle des ressources vaut autant que le contrôle du récit qui les entoure. Les acteurs extérieurs interprètent chaque ajustement à travers des grilles déjà établies, souvent héritées d'une lecture du Sahel comme espace d'instabilité chronique. À l'inverse, les autorités locales perçoivent ces mêmes gestes comme des tentatives de correction d'un modèle structurellement déséquilibré. Ce contexte explique pourquoi une bascule apparemment mineure attire soudain une attention disproportionnée. Le terrain, les chiffres et les récits convergent. Pour Ibrahim Traoré, la question n'est plus seulement de gouverner dans l'urgence, mais de naviguer dans un environnement où le moindre déplacement institutionnel devient un signal géoéconomique. L'un des premiers effets visibles de cette reconfiguration apparaît loin des scènes diplomatiques, dans les bureaux modestes des administrations locales. De jeunes cadres burkinabés, longtemps cantonnés à l'exécution de procédures définies ailleurs, découvrent une marge d'initiative nouvelle. Les responsabilités s'élargissent, les circuits de décision se raccourcissent, et le sentiment d'agir sur le réel cesse d'être abstrait. Ce déplacement, discret mais tangible, modifie le rapport quotidien à l'institution
et redonne du sens à des fonctions perçues comme figées. Sur un autre plan, les équipes civiles impliquées dans l'organisation territoriale ressentent aussi ce changement. Là où dominaient hésitation et dépendance envers des structures extérieures, les décisions nationales acquièrent une légitimité plus affirmée. Cette légitimité reste fragile, mais elle infléchit déjà la manière dont ces acteurs interprètent les tensions croissantes autour des zones riches en ressources critiques. Le cadre institutionnel devient moins flou et les arbitrages internes gagnent en cohérence. Ces dynamiques humaines éclairent la portée réelle des réformes engagées sous Ibrahim Traoré. Elles montrent que l'enjeu ne se limite pas à des choix stratégiques de sommet, mais s'incarne dans des pratiques quotidiennes qui redéfinissent les relations entre centre et périphérie. Le changement n'est ni spectaculaire ni instantané, mais il s'enracine progressivement. C'est précisément là qu'une conclusion s'impose. Quand les acteurs de terrain se repositionnent, la souveraineté cesse d'être un slogan et devient une expérience vécue. Tout commence par un geste administratif minimal, la dissolution d'une commission électorale financée depuis l'extérieur. Pris isolément, l'acte semble technique, presque banal. Pourtant, il intervient à un moment précis où la demande mondiale de lithium vient de bondir de 50% en un an, et ce simple télescopage suffit à changer sa portée. Le contexte transforme l'acte. Ce qui aurait pu rester une réforme procédurale devient immédiatement un signal interprété à plusieurs niveaux. La montée de la tension était rapide. En quelques heures, les médias étrangers s'emparent de la décision et la cadrent dans un registre déjà familier. Dérive autoritaire, inquiétude régionale, fragilisation institutionnelle. Les analyses circulent, se reprennent, se renforcent mutuellement. Les chancelleries s'alignent sur ces premières lectures. Un plafond narratif se forme, donnant l'impression que le sens de l'événement est déjà fixé. Dans cet environnement saturé, la temporalité joue contre les acteurs locaux. Pourtant, sur le terrain burkinabé, la séquence s'est perçue autrement. Les décideurs internes lisent cette dissolution non comme une rupture spectaculaire, mais comme un recentrage destiné à reprendre la maîtrise d'un cadre institutionnel longtemps façonné par des financements extérieurs. Les administrations de proximité, déjà mises en avant dans les semaines précédentes, reçoivent le signal comme une invitation à consolider leurs responsabilités. L'événement n'efface pas les incertitudes, mais il réordonne les priorités internes. La propagation se poursuit ensuite vers les zones les plus sensibles, aux frontières avec le Mali, là où se concentrent des secteurs riches en ressources critiques. Les tensions sécuritaires prennent une dimension supplémentaire. Les mouvements militaires, les opérations de surveillance et les rivalités locales sont désormais lues à travers le prisme de la compétition géoéconomique. La région de Bougouni, longtemps périphérique dans les récits internationaux, devient un espace nerveux où convergent intérêts sécuritaires, économiques et symboliques. Dans cette phase, Ibrahim Traoré entre dans un rôle malgré lui central. Chaque prise de position, chaque silence, chaque ajustement est amplifié et interprété comme un indice de trajectoire. Pour certains acteurs extérieurs, il incarne une rupture à contenir. Pour d'autres, une tentative de correction d'un déséquilibre ancien. Cette polarisation renforce la charge symbolique de décision qui, sur le plan strictement administratif, resterait limitée. Les répercussions s'étendent alors plus lentement, mais plus profondément. Les institutions internationales réévaluent leurs partenariats. Les entreprises engagées dans les chaînes d'approvisionnement en lithium réexaminent leur modèle d'investissement. Les diplomates ajustent leur discours, parfois leur vocabulaire. Rien ne bascule brutalement, mais tout glisse. L'événement initial agit comme une onde, déclencheur discret, montée fulgurante des récits, puis diffusion progressive des effets. C'est cette séquence complète qui compte, non pas l'acte isolé, mais l'enchaînement qu'il révèle dans un système déjà sous pression.
Quand marché mondial, souveraineté institutionnelle et récit géopolitique s'alignent, même un geste minimal peut reconfigurer les rapports de force. Le point de départ est clair. La demande mondiale de lithium augmente de 50% en un an. Ce chiffre ne décrit pas seulement une tension de marché, il marque une accélération brutale qui dépasse les cycles habituels des matières premières critiques. En une période très courte, le centre de gravité industriel se déplace vers les régions capables de sécuriser des ressources stratégiques, réduisant mécaniquement la marge de manœuvre des États situés en amont des chaînes d'approvisionnement. Le premier écart apparaît lorsque ce chiffre est mis en regard de la production réelle. L'Afrique ne représente qu'environ 5% de la production mondiale de lithium. Cette proportion, faible en apparence, révèle un désalignement structurel. Un continent riche en potentiel géologique reste marginal dans la capture de valeur. Autrement dit, le point de départ africain s'est fixé bas, tandis que la trajectoire mondiale s'élève rapidement. Cette divergence transforme la dépendance économique en vulnérabilité stratégique, surtout dans des régions déjà exposées à des tensions sécuritaires. Le second écart concerne la circulation de la valeur. Chaque année, près de 200 milliards de dollars quittent le continent africain sous forme de matières premières brutes, alors que les bénéfices locaux n'en représentent qu'une fraction limitée. Ce chiffre synthétise un modèle ancien: extraction locale, transformation extérieure, décision ailleurs. Lorsque la demande mondiale s'intensifie, ce modèle ne s'adapte pas, il se rigidifie. Plus la pression augmente, plus l'écart entre richesse extraite et richesse captée devient visible, alimentant des frustrations politiques et sociales. Pris ensemble, ces trois repères chiffrés dessinent une trajectoire cohérente. Le repère est un marché mondial en accélération. L'écart tient à une incapacité structurelle à suivre ce rythme en termes de production, de transformation et de narration économique. Dans ce contexte, les décisions institutionnelles du Burkina Faso cessent d'être interprétées comme de simples ajustements internes. Elles sont lues comme des tentatives, partielles mais significatives, de réduire un écart devenu critique. C'est ici que la lecture change pour Ibrahim Traoré. Le geste souverain n'apparaît plus seulement comme un choix politique, mais comme une réponse à une pression chiffrée mesurable. Les données montrent que le risque n'est pas théorique. Il est inscrit dans les flux, les pourcentages et les déséquilibres accumulés sur plusieurs décennies. La transition est engagée et intervient au moment où ces chiffres atteignent un seuil de visibilité nouvelle. Les frontières sahéliennes matérialisent cette tension abstraite. Les zones riches en ressources critiques deviennent des espaces où économie, sécurité et géopolitique se superposent. Les acteurs extérieurs interprètent beaucoup les données à travers leurs propres intérêts industriels, tandis que les autorités locales y voient la confirmation d'une dépendance à corriger. Les chiffres, souvent perçus comme neutres, deviennent ici des acteurs à part entière du rapport de force. En définitive, la preuve chiffrée n'apporte pas une réponse définitive, mais elle fixe un cadre. Elle montre que la transition institutionnelle ne surgit pas dans le vide. Elle s'inscrit dans un moment où le différentiel entre demande mondiale et contrôle local atteint un niveau difficilement soutenable, rendant chaque décision plus lourde de conséquences qu'auparavant. L'argument le plus solide du côté des observateurs extérieurs repose sur une idée simple. Dans un Sahel marqué par une instabilité chronique, la présence et l'implication internationale constitueraient un rempart indispensable. Selon cette lecture, les dispositifs sécuritaires financés de l'étranger, les cadres institutionnels soutenus par des partenaires extérieurs et les programmes de gouvernance importés offriraient une capacité technique et logistique que les structures locales ne pourraient assumer seules. Les partisans de cette position soulignent la complexité des réseaux armés transfrontaliers, la porosité des frontières et la nécessité de moyens considérables pour sécuriser des zones riches en ressources critiques. Dans ce cadre,
Toute remise en cause de ces architectures est interprétée comme une prise de risque susceptible d'aggraver les fragilités existantes. La position inverse, largement relayée sur le continent africain, s'appuie sur un constat tout aussi structuré. Elle affirme que des décennies de présence extérieure n'ont pas produit de stabilisation durable, mais ont au contraire renforcé une dépendance structurelle. Les dispositifs institutionnels financés de l'extérieur sont perçus comme la prolongation d'un modèle hérité, où la décision reste largement délocalisée. Dans cette perspective, la montée des tensions autour des zones minières et la faible captation de valeurs locales confirment que la sécurité a souvent servi des intérêts stratégiques extérieurs autant que des besoins internes. La souveraineté institutionnelle apparaît alors comme une condition préalable à toute stabilisation réelle. Pour dépasser cette opposition, il faut revenir aux données et aux dynamiques observées sur le terrain. Les chiffres montrent une asymétrie persistante entre ressources détenues et valeurs captées. Parallèlement, la défiance locale augmente lorsque les décisions clés sont perçues comme imposées de l'extérieur. Ce croisement révèle que la question centrale n'est pas simplement celle de la présence ou de l'absence d'acteurs internationaux, mais celle de la capacité des États à définir les termes de leur propre sécurité et de leur développement. Dans cet espace intermédiaire, la trajectoire incarnée par Ibrahim Traoré devient lisible comme une tentative de recomposition plutôt que comme un rejet binaire. L'enjeu n'est pas d'opposer deux blocs irréconciliables, mais de comprendre comment une dynamique souveraine peut s'articuler avec un environnement international sous tension, sans reproduire les déséquilibres du passé. Jusqu'ici, les tensions semblaient dictées de l'extérieur, comme si le sens des événements précédait les décisions locales. Or, un glissement discret s'opère. Ce ne sont plus seulement les acteurs internationaux qui imposent leur lecture, mais les trajectoires internes qui forcent une réinterprétation. Cette bascule ne se manifeste pas par une déclaration spectaculaire, mais par l'accumulation de signaux faibles qui fissurent un cadre narratif longtemps dominant. À mesure que les décisions institutionnelles se succèdent, les observateurs extérieurs sont contraints d'ajuster leur grille d'analyse. Une réforme administrative, un repositionnement de compétences, un recentrage de procédures locales produisent des effets disproportionnés dans l'espace médiatique. Le sens n'est plus donné d'avance, il devient disputé. Cette incertitude marque un tournant. Lorsque le récit hésite, le rapport de force évolue. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré prend une dimension particulière, non comme auteur d'un discours unique, mais comme point de convergence d'interprétations concurrentes. Chaque geste a lu simultanément comme affirmation de souveraineté, risque politique ou test géoéconomique. Cette pluralité de lecture révèle que le centre de gravité du débat s'est déplacé vers l'intérieur du pays. La révélation médiane est donc la suivante. Le véritable enjeu n'est plus la réaction internationale, mais la capacité locale à imposer une cohérence durable. Lorsque le récit cesse d'être univoque, il ouvre un espace où les choix internes pèsent davantage que les commentaires extérieurs. Ce moment marque une inflexion silencieuse mais décisive dans la trajectoire du Burkina Faso. Pour l'État burkinabé, la première conséquence est institutionnelle. Les décisions récentes obligent les administrations centrales à assumer davantage la cohérence du cadre national, sans pouvoir s'abriter derrière des architectures financées de l'extérieur. Cette responsabilité accrue renforce la visibilité politique des choix effectués et expose plus directement les autorités aux critiques, internes comme externes. Pour Ibrahim Traoré, cela signifie gouverner dans un espace où chaque ajustement administratif devient un test de crédibilité souveraine, évalué autant sur le fond que sur la capacité à tenir un cap lisible dans le temps. Du côté des acteurs économiques, la reconfiguration est plus progressive, mais tout aussi réelle. Les entreprises impliquées dans les chaînes d'approvisionnement en lithium et autres ressources critiques réévaluent leurs hypothèses. Certaines adoptent une posture d'attente,
d'autres réexaminent les conditions d'investissement et de partenariat. Le signal envoyé n'est pas celui d'une fermeture, mais d'une renégociation potentielle des règles du jeu. Cette incertitude ralentit certains projets, mais elle ouvre aussi la possibilité de cadres plus équilibrés si les institutions locales parviennent à stabiliser leur trajectoire. Pour les populations locales, l'effet est moins immédiat, mais perceptible. Le débat autour de la souveraineté des ressources gagne en densité dans l'espace public. Les citoyens observent les tensions diplomatiques, mais ils perçoivent aussi les marges d'action nouvelles qui émergent à l'échelle nationale. La transition n'est plus vécue comme une abstraction politique. Elle devient un processus qui interroge directement la redistribution des bénéfices, la légitimité des décisions et la place accordée aux acteurs locaux dans la gestion des ressources stratégiques. À l'échelle régionale, enfin, les répercussions dépassent que les frontières du Burkina Faso. Les pays voisins, confrontés à des dynamiques similaires, suivent attentivement l'évolution burkinabé. L'essentiel des tensions autour des zones frontalières riches en ressources critiques, notamment au Mali, sont relus à la lumière de cette recomposition. La trajectoire associée à Ibrahim Traoré circule comme un signal. Pour certains, un précédent à contenir. Pour d'autres, une expérience à observer, voire à adapter. Ces 4 niveaux, État, économie, société, région, dessinent un même paysage en mouvement. Aucun acteur n'est épargné par la reconfiguration en cours. Les conséquences ne sont ni uniformes ni définitives, mais elles montrent que le glissement initial a produit des effets tangibles. Ce n'est plus seulement le récit qui a changé, ce sont les paramètres concrets dans lesquels chacun doit désormais agir. Dans un premier scénario, celui d'un rééquilibrage prudent, les autorités burkinabées poursuivent la recentralisation institutionnelle sans provoquer de rupture frontale avec leurs partenaires extérieurs. Les canaux diplomatiques restent ouverts, les discours se modèrent et les tensions narratives se stabilisent progressivement. Les investissements liés aux ressources critiques n'augmentent pas de manière significative, mais ils ne s'effondrent pas non plus. Les zones frontalières demeurent sensibles, toutefois sans basculer dans une escalade majeure. Cette trajectoire repose sur une gestion fine des signaux envoyés, où chaque décision vise à consolider la souveraineté sans déclencher de réaction excessive. Un second scénario, plus optimiste, envisage une dynamique d'entraînement. Le repositionnement institutionnel du Burkina Faso inspire d'autres États du Sahel confrontés aux mêmes déséquilibres structurels. Les administrations locales gagnent en efficacité. Les cadres de gestion des ressources critiques sont renégociés sur des bases plus favorables et les partenariats économiques se réajustent progressivement. La coopération régionale se renforce, réduisant certaines tensions sécuritaires aux frontières. Dans ce contexte, la trajectoire associée à Ibrahim Traoré cesse d'être perçue comme une anomalie et devient un point de référence dans les discussions régionales sur la souveraineté économique. Le troisième scénario est celui d'une pression accrue. Plusieurs acteurs extérieurs interprètent la transition burkinabé comme une remise en cause directe de leurs intérêts stratégiques. Les tensions diplomatiques s'intensifient, certains investissements sont gelés et les récits critiques se durcissent. Les zones minières et frontalières deviennent des points de friction plus visibles, augmentant le risque d'instabilité sécuritaire. Dans ce cadre, la marge de manœuvre institutionnelle se réduit et la transition s'expose à un enlisement prolongé. Ces 3 trajectoires ne sont ni exclusives ni figées. Elles dessinent un éventail de futurs possibles, conditionnés par les arbitrages internes, la gestion des alliances et la capacité à transformer une dynamique fragile en trajectoire durable. La question centrale reste ouverte. Quelle combinaison de décisions permettra de réduire les pressions structurelles sans amplifier les risques existants? Pour les citoyens burkinabés, la recomposition en cours modifie progressivement la relation à l'État. Les décisions institutionnelles ne sont plus perçues uniquement comme des ajustements techniques lointains,
mais comme des choix susceptibles d'influencer la gestion des ressources, la légitimité des autorités et la redistribution des bénéfices. Cette proximité nouvelle nourrit à la fois des attentes et des inquiétudes. L'espoir d'un contrôle accru coexiste avec la crainte que les tensions extérieures ne se traduisent par des pressions économiques ou sécuritaires non supplémentaires. Du côté de la diaspora, la transition ouvre un espace ambigu. Beaucoup y voient une tentative de rééquilibrage, attendue depuis longtemps, capable de corriger des dépendances anciennes. D'autres redoutent étant que la polarisation internationale n'entrave les mobilités, les opportunités professionnelles ou les flux d'investissement. Placée à l'intersection de plusieurs récits, la diaspora devient un acteur de médiation. Elle explique, nuance et contextualise, contribuant à complexifier un débat souvent réduit à des oppositions simplifiées. Pour les acteurs régionaux, enfin, les effets sont observés avec attention. Les pays voisins, confrontés à des problématiques similaires de souveraineté et de ressources critiques, évaluent les marges ouvertes par l'expérience burkinabé. Les tensions autour des zones frontalières, notamment au Mali, rappellent que les dynamiques nationales ne peuvent être isolées de leur environnement immédiat. Dans ce contexte, la trajectoire associée à Ibrahim Traoré sert autant de signal d'alerte que de point de comparaison. À travers ces trois groupes, un même fil apparaît. La transition n'est pas abstraite. Elle se traduit par des repositionnements concrets, des débats renouvelés et une redéfinition progressive des attentes. Chacun, à son échelle, se trouve impliqué dans une dynamique qui dépasse le seul cadre institutionnel. Stabiliser une transition exposée à des pressions multiples suppose une séquence d'actions lisibles, capable de transformer des signaux politiques en effets mesurables. D'abord, il s'agit d'ancrer la gouvernance locale. Les circuits administratifs doivent être recentrés vers des structures de proximité afin que les décisions souveraines produisent des résultats visibles sur le terrain. Cette phase repose sur une clarification des responsabilités, des délais d'exécution raccourcis et des indicateurs simples permettant de suivre l'application des réformes. Ensuite, il faut sécuriser les zones sensibles. Les espaces frontaliers où se superposent enjeux sécuritaires et ressources critiques exigent une coordination renforcée entre administrations civiles et dispositifs de surveillance. L'objectif n'est pas l'escalade, mais la réduction des angles morts qui alimentent l'instabilité et les interprétations extérieures alarmistes. Puis, il s'agit de le rééquilibrage des partenariats économiques. Il s'agit de renégocier les cadres liés aux matières premières afin d'augmenter la part de valeur captée localement, sans rompre les chaînes existantes. La mesure se juge sur un critère précis, la capacité à déplacer progressivement la décision économique vers l'intérieur du pays. Après cela, l'enjeu devient aussi narratif. Clarifier les objectifs, éviter les ambiguïtés et articuler un récit cohérent protège la transition contre les cadrages simplificateurs. Dans cette séquence, le rôle d'Ibrahim Traoré est celui d'un point d'orientation, non d'une figure isolée. Enfin, à l'échelle régionale, l'enjeu est clair. Consolider les alliances sahéliennes permet de mutualiser les risques et de transformer une trajectoire nationale en dynamique collective, condition essentielle de durabilité. Au cœur de cette séquence, le fil humain réapparaît là où il avait commencé. Dans les bureaux discrets des administrations locales, ces jeunes cadres et équipes civiles évoqués plus tôt continuent d'assumer, sans visibilité médiatique, le poids concret des réformes. Leur quotidien a changé. Plus de responsabilité, plus d'exposition, mais aussi le sentiment inédit que leurs décisions comptent réellement. Ce sont eux qui transforment des orientations abstraites en pratiques tangibles, souvent loin des débats géopolitiques qui saturent l'espace public. Ce rappel est essentiel, car il redonne une échelle humaine à une recomposition souvent décrite en termes stratégiques. La transition ne se résume pas à des scénarios ou à des chiffres. Elle se joue dans la persévérance de ces acteurs de terrain qui maintiennent les institutions en fonctionnement pendant que les récits s'affrontent. Leur engagement
révèle que la souveraineté ne s'impose pas seulement par des déclarations, mais par une continuité d'actions modestes et répétées. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un décideur solitaire que comme un point de convergence. Sa trajectoire symbolise la rencontre entre une volonté politique et une capacité collective à l'incarner dans la durée. Le sens du moment ne tient pas à une rupture spectaculaire, mais à cette accumulation silencieuse de gestes cohérents. La transition vit par ceux qui la font tenir. C'est dans cette réalité humaine, souvent invisible, que se mesure la profondeur du changement engagé. Arrivé à ce point, une évidence se dégage. Ce qui se joue au Burkina Faso dépasse largement un enchaînement de décisions techniques ou de réactions diplomatiques. La séquence observée renvoie à une interrogation plus large sur la manière dont des sociétés confrontées à une pression mondiale croissante peuvent reprendre prise sur leurs ressources, leurs institutions et leurs récits collectifs. Le cas burkinabé agit comme un miroir, révélant des tensions présentes ailleurs. Ces chaleurs, souvent moins visibles, mais tout aussi structurantes. Dans ce cadre, la trajectoire associée à Ibrahim Traoré n'est ni un modèle à copier, ni une anomalie à isoler. Elle constitue un point d'observation utile pour comprendre comment se négocient aujourd'hui souveraineté, dépendance et adaptation dans un système international sous contrainte. Regarder cette transition avec attention, c'est accepter de dépasser les lectures rapides pour s'interroger sur les mécanismes profonds à l'œuvre. Ce débat ne se limite pas aux décideurs. Il concerne aussi celles et ceux qui observent, analysent, discutent et transmettent ces récits. Partager cette réflexion, la confronter à d'autres expériences, ouvrir des questions plutôt que chercher des certitudes, participe déjà à élargir le champ des possibles. Alors, selon vous, quels signaux méritent d'être suivis de plus près dans cette recomposition en cours ?